L'anthropologie, c'est simplement l'interrogation sur la différence culturelle, quoi, qui m'habitait. Et elle m'a toujours habité. D'ailleurs, je traînais au musée de l'homme. J'étais fasciné par cette, celle que ça a été repris d'ailleurs par Hergé dans un des Tintins. Il y, a, il y avait cette momie d'un Inca comme ça qui était complètement replié, qui était dans une vitrine et qui m'avait longtemps obsédé et que j'allais voir régulièrement. Et donc j'ai fait des études de philo et d'ethno. Et puis après j'ai été recruté à l'Orstom. Et voilà, j'ai choisi l'Orstom parce que je pouvais rentrer au CNRS aussi, parce que l'Orstom payait. J'avais déjà une famille avec 2 enfants. Et l'Orstom payait, qui était encore sous le régime, disons, néocolonial en quelque sorte, puisque c'était les anciens administrateurs. Et c'était le régime appliqué aux anciens administrateurs. Et donc, ils payaient naturellement le voyage de l'épouse et de la famille. Et même, j'ai appris, ça c'est intéressant, j'ai appris que plus tu étais gradé dans le système, plus tu avais le droit d'emmener avec toi les domestiques aussi. J'avais présenté un projet pour rentrer à l'Orstom, enfin dans la recherche, sur Java. Et parce que j'avais lu un article de Jocelyn John qui s'appelait Le Christ javanais. Jocelyn John, c'est un anthropologue hollandais qui est en fait le précurseur de Lévi-Strauss d'une certaine manière. Son article est éblouissant d'intelligence. Et en 30 pages, il montre comment, dans la description, vous savez ce que c'est, les kriss, hein, c'est les poignards très compliqués, avec un peu courbes comme ça, qui sont sur des poignards rituels. En décrivant un kriss, un javanais, il décrivait toute la société. Bon, et pour moi, ça a été une merveille absolue de faire ça. Et puis j'ai trouvé que les femmes japonaises étaient absolument magnifiques aussi, de grâce, d'élégance et tout. Et que... Javanaises, oui. Et donc j'ai présenté je ne sais plus quel sujet je proposais. J'ai été recruté, et alors à l'époque, celui qui présidait aux destinées des sciences sociales à l'Orstom, c'est Hubert Deschamps. Il était prof d'histoire de l'Afrique à Paris 5. Je ne sais pas si c'était déjà Paris 5, je ne me souviens plus. Et lui, et on revient à ce qu'on disait, lui rêvait, il manquait un morceau dans l'histoire de Madagascar, le Ménabé, qui est d'ailleurs le gros morceau d'une certaine façon, puisque toute l'organisation, tous les principes religieux, politiques et sociaux qui sont à l'œuvre dans cet ancien royaume, ce sont aussi ce qui a été dupliqué partout. Et c'est une matrice, en quelque sorte. Et ça vient naturellement des migrations Zafiraminia au sud des royaumes du sud, comme on les appelle, les Antanouches. Alors, il m'a dit, ben non, vous n'allez pas aller à Java, vous allez aller à Madagascar. Parce qu'il voulait que je fasse ce travail, et ce qui aurait facilité, vous imaginez, pour lui, l'écriture de la page manquante sur le Ménabé. Ça ne s'est pas fait comme ça, puisque c'est au fond moi qui ai travaillé là-dessus pour mon compte, d'une certaine façon. Pas assez travaillé d'ailleurs. Mais enfin, j'ai collecté énormément de choses, c'est déjà énorme. Et j'ai donc passé... en gros 3 ans complets à recueillir les traditions orales de la dynastie et des groupes principaux, soit les groupes nés de la dynastie, donc dits nobles, soit les Tupuntan, c'est-à-dire
les groupes qui étaient déjà en place avant la construction de la royauté, comme par exemple les Irides, Sakuambe, c'était des groupes éleveurs très importants, et recueillir sur l'ensemble du territoire du Mont Gouk jusqu'à la Manamboule, voilà, et le Bémara à l'est, en allant un peu partout et en frappant à la porte, en faisant du porte-à-porte. C'est-à-dire, j'apprenais que c'était un tel qui était... Les seuls qui pouvaient parler des traditions, c'était les chefs de lignage, les pitouks. Et donc, je me faisais recommander de l'un de l'autre. Et bon, mais il fallait attendre, ça demandait du temps. Et chaque tradition était associée à un rituel particulier. Et attention, c'est pas un truc comme ça qu'on te raconte en vitesse à un feu rouge, pas du tout. Et voilà. Et donc tout ça, c'est ça d'ailleurs qui va être déposé, qui est documenté avec les enregistrements, les transcriptions en sakala, les traductions mot à mot et puis littéraires, tout ça c'est fait. Et ça va être déposé. Voilà. Et je pense que c'est un travail qui va nourrir des recherches futures. Tant mieux. Tant mieux. Moi, mes recherches que je vais compléter actuellement, elles portent sur le travail que j'ai fait avec Michel sur la possession et une recherche sur le fonctionnement de la royauté du Ménabé. Mais je ne vais pas sortir toutes ces traditions. Quelque part, je les dépose et elles sont documentées, donc accessibles. On sait qui l'a dit, à quel moment, etc. Où était le soleil au moment où il raconte la tradition. Enfin, j'exagère, mais c'est presque ça. Et donc, elles sont critiquables, absolument, mais en même temps, il y a tous les éléments pour les utiliser. Voilà. Et moi, j'étais heureux de partir, vraiment heureux. Et j'ai pris l'avion en octobre 68 et je me suis retrouvé dans une chambre de passage, comme on disait, ça c'est un terme colonial aussi. Et qui est, voilà. Enfin, c'était pas une case, c'était une chambre dans la case de passage. Et à Timbazaz. C'était extraordinaire, parce qu'à Timbazaz, tu avais toutes sortes d'animaux. Et quand tu t'endormais là le soir, et le matin surtout, tu étais réveillé par des cris de toutes sortes, absolument, qui ne m'étaient pas du tout familiers, dans un univers un peu d'univers tropical. C'était très humide comme coin, donc très bien entretenu. Il y avait toutes sortes d'arbres que je ne connaissais pas. Et j'ai vécu là, comme ça, comme dans un rêve éveillé. Je me suis imbibé du pays progressivement. Voilà. Et puis, Paul Otino, que je connaissais d'avant, bien sûr. Et il nous a proposé, lui était comme ça, comme ces gens qui partaient dans le Pacifique sur des grandes pirogues comme ça dans les migrations nouvelles. Et on a fait un grand tour. On est descendu jusqu'à Tuléar, puis après on est remonté par la route de Tuléar jusqu'à Murunda Bello, puis Ambustre et Tana. Un grand, grand tour. Et on dormait dans les villages. À un moment, on a même chassé le crocodile parce qu'on avait un fusil. Et les paysans sont venus nous voir parce qu'ils avaient un crocodile qu'ils n'arrivaient pas à faire fuir. Si on pouvait tuer le crocodile, donc on a joué, c'était Tintin et Milou, je te jure. Et on avançait dans l'eau avec de l'eau quand même jusqu'aux genoux. Il faut être gonflé parce que tu peux te faire tirer. Et on n'a jamais vu de crocodile d'ailleurs qui s'était planqué. On discutait jusqu'à plus soif avec des gens partout au hasard des rencontres. Et Paul parlait assez bien malgache en fait, et donc on pouvait communiquer vraiment. Et c'était extraordinairement sympa.
Et arrivé à Morunda, et nous voilà partis vers le village de Manguili, où j'ai travaillé après. Et là, on s'arrête là, à côté du village. Puis il y avait les dunes vives, et puis il me montre des trucs qui se distinguaient sur la ligne de crête des dunes. C'était des tombeaux, comme ça. Des Itanave, I, Aïe. Tiens, tu vois, les sculptures. C'était les tombeaux Sakala. Et ils étaient à l'époque, il y avait des gens qui avaient un peu pillé, mais ils étaient encore tous là. Et c'était magnifique. J'ai trouvé ça magnifique parce que j'ai dit, ben voilà, c'est ça, moi c'est là-dessus que je veux travailler, c'est pas sur autre chose. Parce que ça, c'est des gens qui expriment ce qu'ils sont à leur manière. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Et ça, il m'a fait un grand cadeau parce que lui aussi, il trouvait ça extraordinaire, magnifique. Et j'ai travaillé là-dessus. Là aussi, je l'ai documenté. Ça a servi pour l'exposition qui a été faite au Quai Branly, là, sur Madagascar. J'ai cartographié, tout ça, ça va être déposé aussi. J'ai cartographié tous les cimetières. Hein. Donc, repris à partir de la couverture aérienne qui avait été faite sur deux périodes. Et ça a été reporté sur des cartes, et ainsi de suite. Donc, on a tous les éléments de base. Et je pense que là aussi, ça sera possible plus tard, parce qu'on aura, grâce en quelque sorte, l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la capacité à associer des éléments improbables entre eux, on va sans doute pouvoir lier ça à des éléments des traditions orales, et au fond retrouver des choses comme ça, et faire des associations qui seront passionnantes. Je crois que l'expérience que l'on peut faire dans cette activité de recherche, qui est d'être en quelque sorte, comme on dit, plus que financé, entretenu, soutenu, parce qu'il faut que tu vives, hein, donc tu n'as pas à te préoccuper. Donc, pour passer ton temps à rencontrer des gens très différents de toi, et de créer là une interaction qui te transforme toi-même, on ne peut pas faire une plus belle expérience dans la vie, hein, franchement. Franchement. Et j'ai rencontré justement Kakai, celui dont je cherchais le nom tout à l'heure, Kakai Tsimanandino, qui était donc cet Umbiash très savant, qui est devenu un ami. Et d'ailleurs, on a eu une conversation parce que je travaillais avec lui, c'est l'année où les Américains ont envoyé quelqu'un sur la Lune, ça devait être en 71. Et donc, on avait appris ça. Et alors, je lui demande, mais alors, lui, dans tout son système magico-religieux, la Lune joue un rôle très important. Donc, on avait eu tout un débat, savoir comment il intégrait ça dans sa pratique. Il n'y avait aucun problème, hein. Aucun. Il trouvait tout de suite, il déplaçait les réseaux de causalité comme ça, il intégrait immédiatement, il trouvait que c'était normal, puisqu'on avait compris ça, bon voilà. Donc il déplaçait les causalités en sorte que la nouvelle explication trouvait sa place, mais n'affirmait pas l'autre, donc on était tranquille. Et je me souviens de la conversation avec lui sur les premiers pas sur la Lune. Il était quand même impressionné, tu vois. Et oui, moi, l'anthropologie épistémologique, j'en ai rien à cirer. Je trouve ça strictement... C'est-à-dire le fait de croire qu'on peut épuiser le réel dans des raisonnements, en fait. Et je pense qu'il est important qu'on développe, bien sûr, des raisonnements. Mais ce qui est important aussi, c'est comment la part du vécu de chacun qui lie chacun à l'autre et qui est l'imaginaire qui les lie les uns tous ensemble,
Donc, imaginaire commun, mémoire partagée. Comment ça fonctionne? Parce que ça nous donne à comprendre aussi, dans notre société, qu'est-ce qui fait, la question que je me posais à l'époque, qu'est-ce qui fait que, par exemple, Hitler a pu galvaniser les foules comme ça? C'était le sens profond de mon travail et de mon interrogation, il était là. Comment ça marche, ça? Parce que c'est au cœur du fonctionnement des sociétés. Et que quand on voit ce qui se passe là, maintenant, on est toujours dans la même affaire. L'anthropologie est un certain discours sur le réel, mais qui tire sa légitimité donc d'une épistémologie qui s'est construite au fur et à mesure, mais qui ne peut pas se résumer simplement à ces éléments narratifs, quelle que soit la beauté avec laquelle la rhétorique est appliquée. Hein? Moi, je pense ça profondément. Et que surtout s'agissant d'approcher des vécus et des espaces culturels différents de moi, ce qui m'importait, c'était de trouver, à travers l'image, un outil qui permettait, au fond, d'une certaine façon, de documenter cette différence et de réfléchir, à travers des films, de réfléchir à d'autres formes de narration qui rendraient compte à la fois d'une explicitation des phénomènes à travers le vécu par les gens eux-mêmes des phénomènes. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai mis au point hier avec Corinne Fortier, parce que très gentiment, elle va m'accueillir dans son séminaire, 2 fois d'ailleurs, où je vais, et là c'est un nouveau travail dans lequel on est engagé avec Michel, et là je vais faire la démonstration de la manière dont on peut utiliser les outils informatiques actuels qui sont infiniment, grâce d'ailleurs à la fluidité offerte par l'intelligence artificielle, on peut articuler toutes sortes d'éléments de toute nature, dans une fluidité, si tu veux, qui représente une narration complètement différente d'un article classique d'anthropologie, et qui est en quasiment 3 ou 4 dimensions, mais qui permet de rentrer dans le fin du fin de ces questions-là. Et donc là, une des séances sera consacrée à ça, à travers justement l'exemple d'un travail qu'on termine avec Michel sur les cultes de possession, mais qui ne sera pas édité comme on fait un livre sur les cultes de possession, mais sous forme d'une construction, disons, qui sera lisible sur une plateforme. Tu vois. Voilà. Et c'est pour expliquer ça. En disant que ce n'est pas simplement un changement de forme, c'est beaucoup plus, c'est que la forme elle-même induit le changement de la représentation. Voilà. Et ça, c'est les outils actuels qui nous l'offrent d'une manière fantastique. On est même au-delà du cinéma classique, qui est une rhétorique aussi, hein, ne serait-ce que celle du montage et de l'ellipse, etc. Là, on est ailleurs de ça. Mais on peut introduire, puisque l'idée est de savoir comment on coagule. Si tu prends l'exemple de la possession, d'une certaine façon, c'est très simple, c'est que les acteurs d'une séance de possession vont coaguler dans un imaginaire qui devient commun et qui leur est propre, et qui est propre à la communauté concrètement présente là, des personnages particuliers, dont on pense en premier abord qu'ils préexistent, mais pas du tout. Ils sont fabriqués par la communauté pour la nécessité, en quelque sorte pour les besoins de la communauté, en vue de créer une communication à l'intérieur pour se dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Bon, mais rien que toi, ça semble simple de dire ça comme ça, ou clair, mais pour que les gens comprennent bien, il faut, avec un outil de ce genre, montrer
comment ça peut marcher comme ça. Et montrer aussi que quand tu comprends ça, tu approches à ce moment-là les phénomènes plus larges de mobilisation politico-idéologique, de conviction, etc., qui fonctionnent dans toutes les sociétés et qui, en fond, créent une effervescence qui est liée à la manière dont les gens ont été construits culturellement dans leur société. La culture, c'est le fait qu'on soit un être humain qui soit né quelque part et qui soit construit comme un être humain dans un lieu donné et qui, dans ce lieu donné, acquiert le meilleur de ce qui est possible qu'offre le lieu dans l'exploitation du biotope. Voilà. Et ça, c'est le meilleur bagage que tu peux avoir pour communiquer avec quelqu'un qui a une expérience différente, si tu veux, mais dans la même logique, tu vois. Et que ce qui est très intéressant, c'est comment, si tu veux, chacun est transformé par l'autre. Moi, mon histoire d'anthropologue, entre guillemets, c'est simplement une histoire d'une transformation. C'est-à-dire, je suis devenu un être humain, disons. En rencontrant des êtres humains différents de moi, je suis devenu un être humain. C'est-à-dire, je veux dire par là, j'ai compris que j'étais un être humain et que j'étais le même que l'autre et en même temps différent. Et surtout le même que l'autre. C'est un travail très différent que celui a fait. Mais le travail de Lévi-Strauss, qui est un travail un travail de morale, en quelque sorte, c'est pour montrer que, quelle que soit la société dans le monde, aucune société ne peut prétendre un seul instant être mieux dotée, plus riche ou quoi que ce soit. Toutes les sociétés se valent. Ce qui compte, c'est qu'elles permettent à des êtres humains d'exister.